Pour la France insoumise, la parole est à Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, mon intervention va faire écho à quelques interventions déjà précédentes, mais peut-être sur un registre un peu plus concret. Vous avez parlé de la décision de l'Europe sur les perturbateurs endocriniens et la capitulation, on va dire, sur la classification de certains d'entre eux. Et il me semble que quelques questionnements sont remontés jusqu'à vous. Je pense ici à la commande par le ministre Hulot d'une étude auprès de vos services concernant effectivement ces perturbateurs qui sortent du champ d'études de l'Europe, enfin en tout cas du champ réglementaire. Cependant, j'y vois un double problème. L'étude porte non seulement sur les produits les plus... l'étude porte seulement sur les produits les plus utilisés, sur lesquels on évalue le risque concernant l'environnement, et non plus le danger que le produit présente réellement. En clair, si le produit est dangereux et peu présent dans l'environnement, il sera toléré, alors que la dangerosité d'un perturbateur endocrinien n'est pas liée à sa quantité, mais notamment au moment d'exposition. En résumé, une brève exposition peut avoir de graves conséquences à très long terme, par exemple pour une femme enceinte. Donc que dire d'une exposition prolongée? Les industriels se félicitent de ce glissement du danger avéré vers le risque. J'ai un autre sujet d'inquiétude qui concerne les nanotechnologies. Je vous livre ici quelques lignes glanées sur le net. S'appuyant sur une revue de l'ensemble des données et publications scientifiques disponibles au niveau international, le rapport fait l'inventaire des faits identifiés sur les organismes vivants. Sur la base de tests in vitro et in vivo sur l'animal, il met en évidence en premier lieu la capacité des nanomatériaux à passer les barrières physiologiques et pointe également la toxicité de certains d'entre eux, sachant qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de données directes pour l'homme, en raison de l'absence d'études épidémiologiques. Qui a écrit cette alerte sérieuse? Sans doute une officine obscurantiste? Non, pas du tout. Il s'agit d'un rapport de vos services daté de mai 2014. Pourtant, à ce jour, et depuis des années, les nanomatériaux sont largement présents dans notre environnement proche, y compris dans notre nourriture, ça fait écho à l'intervention de mon collègue juste avant, sans aucune restriction de commercialisation. Par ces exemples, j'aimerais vous interpeller sur deux points. Le premier est la logique même du principe de précaution qui est remise en cause. On évalue les risques plutôt que les dangers pour la santé, après coup, plutôt que d'attendre un meilleur état des connaissances pour une mise sur le marché, dans le cas des perturbateurs endocriniens, voire on outrepasse une évaluation des effets dans le cas des nanomatériaux. Je cite vos travaux de 2009 qui complètent utilement l'extrait précédent sur l'absence d'études épidémiologiques. Les conséquences sur la toxicité des nanomatériaux manufacturés sont encore aujourd'hui lacunaires. En outre, il n'existe pas de méthode standardisée permettant de mesurer et de suivre le devenir des nanoparticules manufacturées dans les matrices complexes. Environnement, aliments, on y revient, organismes. Considérant ces incertitudes, l'agence, de même que d'autres instances internationales, a conclu à l'impossibilité d'évaluer l'exposition du consommateur et les risques sanitaires liés à l'ingestion de nanoparticules. Le deuxième est le risque intrinsèque des nanotechnologies. Sous couvert d'un progrès technologique, argument marketing des industriels, les nanoparticules sont à coup sûr le prochain scandale sanitaire dont les autorités en charge auront à répondre. On s'interrogeait tout à l'heure sur quels seront les problèmes du futur, je pense que là on en tient un. Pourtant, leur présence dans notre alimentation et les produits de notre quotidien ne cessent de croître. À ce stade, deux questions me viennent. La première est une question naïve. Le principe de précaution est-il obsolète dans le droit français comme dans la réalité des pratiques industrielles et commerciales? La seconde, et je termine avec ça, s'adresse à vous tous, autant qu'aux parlementaires présents ici. Elle fait écho au débat que nous avions cette nuit dans l'hémicycle sur le lobbying. Une étude approfondie et indépendante est-elle disponible ou programmée sur les nanomatériaux? Et que recommandez-vous au regard des suspicions fortes évoquées précédemment? Je vous remercie. Merci Loïc Prudhomme. Pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Gabriel. Et toujours sur cette idée de controverse scientifique, il y a un point qui est extrêmement important, qui a été, pardon, j'ai oublié le nom du dernier intervenant, monsieur le député, mais votre question sur la question des dangers et des risques. Ça, c'est vraiment une source
une source très importante de confusion du public de façon générale. Et d'une façon générale, d'ailleurs, je pense que le principe de précaution, qui est extrêmement compréhensible et que nous avons mis dans la Constitution et qui est très souvent dévoyé, y compris dans la façon dont les médias en fait le répercutent. Et très souvent, j'ai été amené à dire ici même, d'ailleurs devant cette commission, que plutôt de parler du principe de précaution, qui est très difficile en fait à toucher, à faire toucher du doigt et à faire comprendre, de mon côté, je préférerais qu'on parle du risque et qu'on ait un débat sur le risque. Aujourd'hui, on est dans une société risque zéro, où nos concitoyens ont le sentiment qu'il n'y a plus de risque, ils sont protégés de tout risque, rupture de barrage, etc. Ça ne peut pas exister, qu'il y a forcément des responsables, alors que le risque zéro, vous le savez, mesdames et messieurs, n'existe pas. Donc l'agence, son métier, c'est la graduation du risque, c'est l'évaluation d'un risque. Quel est le risque acceptable que nous pouvons prendre à titre collectif dans une réglementation. Et la source de confusion, c'est l'évaluation du danger versus l'évaluation du risque. Et de l'opposé, par exemple, les travaux du CIRC, de l'OMS, du Centre international de recherche en cancérologie, qui classe le glyphosate cancérigène, aux travaux de l'EFSA, qui estime que le Roundup ou le glyphosate, le risque cancérigène est acceptable et la classification n'est pas justifiée. Parce qu'on parle dans un cas de danger et d'autres cas de risque. L'alcool est classé cancérigène. On accepte de consommer du vin. Et on est exactement dans la même situation. Alors, avec une nuance que vous avez soulignée, monsieur le député, c'est que dans un certain nombre de cas, nous n'arrivons pas à mettre scientifiquement en évidence de relation dose-effet. C'était le cas de l'amiante. On estime qu'un cancer du poumon peut être généré par un nombre infinitésimal. Une fibre pourrait, pour certains de nos concitoyens extrêmement sensibles et qui ont une prédisposition génétique, être source de tumeur. Et dans un certain nombre de cas, on estime qu'il n'est pas possible de mettre en évidence une relation dose-effet. Et là, on remet en cause l'évaluation du risque et on prend une mesure qui est ciblée uniquement sur le danger. Et c'est le cas d'un certain nombre de perturbateurs endocriniens dans lesquels on estime qu'il faut appliquer les mesures d'élimination sur la base du danger et pas sur la base de l'évaluation du risque. Mais pour autant, mon collègue y reviendra, dans des cas où on est avec des effets perturbateurs endocriniens suspectés, on peut quand même insérer en fait une évaluation de risque et combiner évaluation de risque et évaluation du danger. Donc cette opposition entre